Et vous écoutez Le Temps d'une bière, le temps qu'on prend pour parler de nos amis de notre temps et de d'autres temps avec des amis. Aujourd'hui, je reçois René Guidon, qui se trouve être copropriétaire de La Mer à boire, que j'ai eu le privilège de visiter il y a quelques mois à Montréal. Depuis ce temps-là, on est des bons amis et on parle d'histoire. René est avec moi aujourd'hui pour parler de l'histoire de la bière tchèque. Grosso modo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder non pas l'Europe de l'Ouest, comme on fait souvent, mais l'Europe centrale. Et évidemment, en plein centre de l'Europe centrale, on trouve la Tchéquie, à qui on doit beaucoup côté tradition et surtout côté qualité. La première chose qui s'impose, c'est de dire aussi que mon ami René a une maîtrise en histoire et c'est un grand fan lui aussi. Donc, attendez-vous à plusieurs anecdotes, à quelques retournements et surtout à un voyage culturel, anecdotique et éminemment peintable comme la bière Tcherna de La Mer à boire qu'on s'apprête à boire. Mais d'abord, René, comment ça va? Ça va très bien, une belle journée pour venir enregistrer un podcast. Très belle journée, Oui, effectivement. Approche un petit peu ton micro pour qu'on t'entende bien. N'hésite pas à parler directement dedans, d'accord. comme voilà, comme un microphone. Donc, c'est une belle journée, on est en bonne compagnie. Et là, il faut commencer avec votre microbrasserie. Située à Montréal, sur la rue Saint-Denis, je crois, Oui, pas très loin de UQAM. oui, Vous avez fait le choix de la bière classique européenne. oui. On est le permis artisanal numéro 12. Mhm. Donc, en 96, on figure parmi les premières brasseries artisanales à l'époque où c'était très peu connu. Et on a fait le choix de se concentrer dans les recettes européennes. On a commencé par faire des bières anglaises, mais on a vu avec une levure tchèque, ça nous a amené à faire des bières de basse fermentation de Mhm. manière artisanale. Quand à l'époque, on s'attendait plutôt à des bières industrielles. Lorsqu'on parlait de Pilsner en 96, la seule référence était la lavette bleue. Mhm. Alors, il y avait tout un monde à faire découvrir, et puis c'est ce qu'on fait depuis 25 ans. La seule référence, vraiment, c'était l'Abat bleu. Ben, pour les clients. Ouais, Pour je le comprends. client moyen, il n'y avait rien d'autre, là. Il y Mhm. avait, Bellgueule n'avait pas encore sorti sa Pilsner. Ouais. Il y avait Hofbräu, la brasserie, pas Hofbräu, mais la brasserie dans une brasserie allemande à l'époque, mais qui faisait des styles allemands, Mhm. Brassal. OK. Mais on était toujours dans les modes allemands. Et puis, il y avait GMT à l'époque, mais encore là, on était dans des exemples industriels. Nous, Mhm. on allait avec une bière non filtrée, Mhm. une bière qui était avec une signature de levure présente, Mhm. et ce qui n'existait pas euh, au Québec à l'époque. Donc, c'était à contre-courant de la bière commerciale, mais c'était aussi à contre-courant de la scène microbrassicole émergente. Exactement. Vous alliez deux fois contre le courant du fleuve. On avait le vent d'en face. Et apparemment, ça a bien fonctionné. Ça a pris du temps. Je Oui. pourrais vous le raconter plus tard. On en reparlera à un moment donné. Mais c'est ça, moi, mon point de départ avec vous, c'est le choix de la bière tchèque et aussi votre utilisation d'une levure tchèque qui nous permet ensemble, en consommant votre Tcherna, qui est une bière extraordinaire, de l'aventure de la bière en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest. Ça se recoute un petit peu. Puis moi, quand j'aborde le sujet, je me dis, bon, on commence où exactement? Quand je regarde l'histoire de la bière, souvent, je tends à faire des grandes digressions. On commence à l'Antiquité, à pourquoi on examine le rôle de la préservation de la céréale. En Europe de l'Ouest, en Europe centrale et en Oui, Europe de l'Est, il y a un pays qui revient souvent, puis oui, c'est la République tchèque. oui. Et c'est important, avant d'aller dans l'histoire de la bière tchèque, c'est de Mhm. bien comprendre qu'est-ce que c'est la Ouais. République tchèque. Parce que la République tchèque, ça existe sous cette appellation seulement depuis 92, Mhm. 1992. Mais évidemment, les Tchèques existaient avant, Mhm. sous différentes entités géopolitiques. Mhm. Donc, si vous me le permettez, je vais prendre un certain temps pour placer dans l'histoire, à partir du 19e, disons, euh, où en étaient les Tchèques dans la géopolitique européenne. Et ça va nous aider par la suite à comprendre le développement de la bière, parce que c'est interlié, Mhm. cette situation-là. Certainement. Donc, la République tchèque, c'est principalement la Bohème et la Moravie. Mhm. Quand on regarde la République tchèque aujourd'hui, ce sont ces deux régions. La Bohème est du côté de l'Allemagne et la Moravie du côté de la Slovaquie, au sud de la Pologne. Mhm. Donc, on est dans un pays qui parle une langue slave. Le tchèque est une langue slave, comme le polonais, comme le slovaque, comme le russe,
comme le serbe, et puis plusieurs pays de l'Europe centrale. Principalement, cette langue-là est utilisée aujourd'hui. Elle était la langue d'administration, elle est la langue enseignée, elle est parlée par 10 millions de Tchèques, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Jusqu'en 1918, on parle au 19e siècle, la République tchèque fait partie de ce qu'on appelle l'Empire austro-hongrois. Les Habsbourg contrôlent le centre, juste la partie centre de l'Europe, juste à l'est de l'Allemagne. Ils ont des régions administratives, et une des régions administratives est la Bohême, où se trouve Prague. Et Prague est un joyau de l'Empire austro-hongrois. C'est pour ça que c'est une ville qui a une architecture fabuleuse. Fantastique, j'ai visité, c'est beau, ça fait quasiment mal tellement l'architecture est glorieuse. C'est glorieux et c'est un style baroque, style italien. Donc, on dit que Prague a été construit par les Italiens et financé par les Habsbourg. Donc, c'est très riche et on comprend aussi qu'étant une petite ville située dans les montagnes, on n'a pas à part le château, qui est un peu en hauteur, on n'a pas de très grands bâtiments. Donc, c'est une succession d'architecture qui se côtoie, principalement du baroque, mais qui meuble la vieille ville, qui est le cœur de Prague, là où se trouve le pont Charles. Une ville qui a eu la chance de jamais être bombardée. Donc, on a toute la structure médiévale qui a été conservée, et puis une ville qui a été construite comme ça, en circonférence, si on veut. Et puis, on a donc tout un développement urbain qui conserve son cachet pour les balades à pied. Et puis, on peut imaginer facilement les chevaux encore, les charrettes, transporter le matériel dans les rues. Donc, ça, c'est un peu l'héritage austro-hongrois. Maintenant, on comprend que l'Empire austro-hongrois, jusqu'à la Première Guerre mondiale, a de plus en plus de problèmes. Et puis, finit par être disloqué, comme plusieurs empires à l'époque. Et là, on se retrouve une des rares parties de l'Empire austro-hongrois qui arrive à s'organiser une république. Donc, les Tchèques, d'un côté, et les Slovaques, qui sont un peu leurs cousins. Les Slovaques, c'est le pays qui est à l'est, plus dans les montagnes, plus sous influence hongroise, si on veut, avec sa principale ville qui est Bratislava, mais qui est en fait une ville qui est juste une ville administrative. C'est pas une ville qui a vraiment un cœur historique très intéressant. Une ville dont le développement était beaucoup plus tardif. Beaucoup plus tardif. Qui avait une fonction limitée, disons, beaucoup plus limitée à l'administration. Exactement. Le long du Danube, donc très passante. Une ville un peu qui n'avait pas un cœur comme Prague. C'est pas comparable, vraiment pas, au niveau de l'historicité. Et ces deux peuples-là se disent, pourquoi on ne formerait pas une... Les deux avaient des mouvements nationalistes, mais les mouvements tchèques étaient plus avancés au niveau des mouvements nationalistes. On avait à l'époque des peintres comme Alphonse Mucha, qui a fait carrière à Paris en faisant des affiches, qui était un nationaliste tchèque, en fait plutôt morave, qui tenait beaucoup à ce qu'il y ait une république, à ce qu'il y ait un pays à cette nation. Donc, il arrive en 1818 la création du première république tchécoslovaque. Donc, c'est fondé par Masaryk, qui arrive à rassembler Tchèques et Slovaques autour d'un État. Et on profite à cette époque-là pour construire des écoles et mettre un système d'administration en langue tchèque et en langue slovaque. Ce qui n'existait pas vraiment avant. C'est une première pour le bilinguisme dans la région? Bien, en fait, les langues n'étaient pas parlées à la même place, de la même façon. Ouais, c'est-à-dire, on parlait tchèque dans la République tchèque et on parlait slovaque dans la partie slovaque. Il faut voir que la différence entre les deux langues, elle n'est pas si grande. On parle de deux langues de la même famille linguistique, on parle d'un vocabulaire différent, mais un tchèque et un slovaque, ça se comprend facilement. C'est pas comme un polonais ou encore un russe. Là, la différence est plus importante et on ne peut pas utiliser la langue de la même façon.
Et ce qu'il faut comprendre, que puisque la langue tchèque n'était plus enseignée, alors on utilisait l'allemand dans l'administration, on se débrouille en allemand, on parlait tchèque à la maison, on parlait tchèque avec ses amis, mais chacun parlait un tchèque un peu à sa façon. Il n'y avait aucune façon d'homogénéiser le tout. Donc, pour mettre le système de scolarisation en place, on a dû recréer la langue tchèque d'une façon complète pour qu'elle soit enseignée aux jeunes. Et pour recréer cette langue-là, on a fait la langue peut-être la plus compliquée des langues slaves pour s'assurer qu'elle soit cohérente. La plus compliquée, vraiment? Oui, c'est celle qui a le plus de cas. 16 cas. Mon Dieu, déjà que je trouvais que le russe était compliqué avec ses 6 déclinaisons. Le tchèque, c'est 16 cas. L'allemand a 4 déclinaisons. Est-ce que je me trompe? Ou 5? L'allemand en a juste 4. OK. Là, on parle de 16. C'est pour ça que fou. Quand on voit un mot tchèque, là, la terminaison, quand on dit, mettons, qu'on fait une tmavi pivot, ça pourrait être une tmavi pivot, ça pourrait être une tmavi pivot. Les déclinaisons sont changeantes selon l'utilisation du mot, selon cet objectif. Il y a tellement de cas que c'est une langue tellement difficile à maîtriser que même aujourd'hui, les Tchèques, entre eux, ils se corrigent. Ouais, j'en doute pas. C'est trop complexe. Écoute, nous, on n'a pas de déclinaison en français, puis on se corrige tout le temps parce qu'on fait tous des fautes. Exactement. On a beaucoup de lettres, en fait, qui servent à rien, qui n'ont pas de fonction autre que ajouter des scènes dans le salaire des moines copistes au Moyen Âge. Donc, on a cette langue qui est complexe, qui est rendue artificiellement complexe, ne serait-ce que pour s'assurer d'un contrôle étatique sur son parler. Oui. Avec ça, pour voisins, on a les amis d'à côté qui, par un miracle historique, ne sont jamais devenus antagonistes, alors que l'histoire est faite d'une succession de gens qui sont dans le même voisinage et qui se tapochent. Oui. Ce qui sépare un petit peu les Tchèques des Slovaques, c'est l'appartenance religieuse. Mm-hmm. Les Tchèques on dit que c'est la première nation athéiste, la plus athéiste d'Europe. Ah oui. Et les Slovaques, sont un peu catholiques. Mais c'est les Tchèques qui sont surtout athéistes. J'aime comment tu dis ça, ils sont un peu catholiques. C'est comme de temps en temps quand c'est une... Ouais, c'est un peu comme ici, là. C'est pas plus que ça. Mais les Tchèques, c'est spectaculaire. Ils se sont absous de la religion très tôt dans leur histoire et puis ils sont athéistes. Donc, je dirais que c'est leur principale distinction. Ça allait bien, l'Empire... pas l'Empire, la République tchécoslovaque allait super bien de 1918 jusqu'à 1939. L'Allemagne étant le voisin de la Tchécoslovaquie, les nazis sont au pouvoir, il y a eu une annexion. Il y a eu une annexion, et puis cette annexion-là s'est faite, je dirais, relativement sans trop de dégâts. D'autres pays ont résisté et ont subi beaucoup plus de bombardements. C'est comme ça que se dessine, en fait, le début de l'ascension militaire de l'Allemagne. Oui. D'abord par les Sudètes, ensuite la Pologne. Très rapidement, dans l'essor militaire d'Hitler, la Tchéquie est conquise un peu comme un fait accompli, c'est-à-dire sans grande bataille. Certainement un déploiement militaire, mais de fait, il y a l'annexation. Ouais. Puis là, ça va compliquer la chose à toutes les puissances européennes qui vont commencer à jouer des coudes et à suer. Tout à fait. Ça explique bien comment est-ce que les Tchèques n'ont pas pu vraiment résister et n'avaient pas vraiment d'alliés pour résister. Donc, pendant la guerre, on subit le rationnement, on subit l'annexion. Jusqu'à 1945, les accords de Potsdam, les Américains étaient rentrés à Pilsen. C'est les Russes qui ont libéré Prague. Donc... Pilsen, la fameuse ville de la Pils. La fameuse ville de la Pils. On va revenir plus tard dessus. On n'aura pas le choix, là. On peut dire quand même que les Américains sont rendus à Pilsen
en 1944. Ils boivent beaucoup de pils. Peut-être c'est pour ça que ça s'est arrêté à Pilsen. Mais on a sûrement profité pour prendre quelques lampées de délicieuses pilsner. La tentation d'une tangente ici est très forte. Je pense que je vais suivre le mouvement. Oui, c'est ça, ouais. Je pense que tu te mérites une bonne gorgée, là. Surtout que tu es en train de nous résumer un destin géopolitique assez complexe en quelques mots. Et je te dirais avec une maîtrise de la concision qui étonne. Oui. Moi, j'ai l'habitude de... J'ai jamais enseigné l'histoire, Ouais. mais je l'ai beaucoup raconté au bar. Ouais, Donc, j'ai l'habitude d'être bref. Ouais. Parce que tu es habitué d'avoir, comment je pense ça, un degré d'attention moindre. C'est ça, voilà. Fait qu'il faut... Des fois, c'est ça, exactement. La durée d'attention est courte. Et voilà. Oui, c'est ça. Alors, je ne veux pas escamoter les faits, mais étant pas le principal propos, j'y vais juste rapidement. Donc, l'occupation communiste se fait de 1945 à 1989 avec, disons, la République tchèque la Tchécoslovaquie va pas être le pays qui va être le plus démantelé. Ça va être le système industriel en place qui était déjà bien établi par disons, la période l'entre-deux-guerres, va être assez bien préservé. Et, en tout cas, au niveau des brasseries, il n'y aura pas vraiment de développement, mais il n'y aura pas trop de régression. Et le fait d'avoir la matière première sous la main, le houblon et le malt, a fait en sorte que les brasseries tchèques sont devenues un peu les fabricants de bière pour le bloc de l'Est, si on résume. Donc, et sur le niveau technologique, c'est quand même, en République tchèque, on a vu le plus de développement plus que la Pologne, plus que Parmi tout le bloc de l'Est, c'est la République tchèque qui est à la tête du palmarès. À la tête du palmarès? Avec la République, la RDA, oui, dans les années 50-60. Et on a pu, nous, assister à ça lors de l'Expo 67 à Montréal. Le pavillon tchèque était un des pavillons formidables. On avait des technologies qui étaient présentées, qui étaient à l'avant-garde. Tout aussi impressionnantes que des technologies qu'on voyait dans le pavillon français ou le pavillon américain. Ça détonne avec l'image générale de l'Union soviétique comme étant un pays de technologie vétuste dont les conditions de marché étaient trop mauvaises pour permettre un essor. Pourtant, on sait très bien que les Soviétiques ont inventé toute une panoplie de technologies assez intéressantes parce que radicalement différentes de ce qu'on faisait en Amérique du Nord. Oui. Pourtant, le marché n'était pas là. Pas pour les développer, pas pour les vendre. Ils n'étaient pas là. Et puis, les limites à l'exportation en dehors du bloc de l'Est ont empêché les développements du marché. Tout à fait. Et bon, évidemment, vivant à côté de l'Allemagne, étant proche du monde occidental, les Tchèques avaient des désirs de liberté qui n'étaient pas nécessairement compatibles avec l'esprit communiste. Donc, on se rappelle le printemps de Prague. En 68, on a les chars russes qui débarquent à Prague et qui viennent un peu mater les aspirations des libertés et puis une certaine fuite de certains cerveaux tchèques vers l'Occident. Faut se rappeler aussi, un autre fait qui est important dans l'histoire tchèque, c'est qu'au niveau de sa population, je le dis rapidement, parce que c'est un fait historique qu'on oublie parfois. On a une population autour de 11-10 millions d'habitants en 1918, au début de la République. La population croît légèrement. Et puis, on arrive à la guerre. Évidemment, 800 000 personnes qui disparaissent ou qui émigrent pendant la guerre. Et après la guerre, 2 ans après, il y a un mouvement en Allemagne, pas en Allemagne, un mouvement en Europe centrale qui est d'exiger la déportation des Allemands, des communautés allemandes, des pays du bloc central, d'Europe centrale, de retourner en Allemagne. En République tchèque, ça représente 2 millions d'Allemands qui doivent quitter. C'est une partie importante de la population tchèque. Bien,
ils font partie de la République tchèque. Donc, on était rendu à 11 millions, on a perdu 1 million pendant la guerre, on tombe à 10 millions, on tombe à 2 millions de moins, on tombe à 8 millions. Donc, 3 millions de moins de personnes en quelques années pour un pays de 11 millions, c'est assez spectaculaire, là. Donc, ça a plusieurs conséquences sur le marché intérieur, sur le développement des technologies. Donc, si la République tchèque s'est relevée assez bien dans les années 50-60, il ne faut pas oublier qu'on a perdu une partie de cette population-là qui, pour des raisons politiques, a dû fuir, a dû quitter. Et pour la petite histoire, la plupart de ces migrants-là ne sont pas nécessairement retournés en Allemagne parce qu'il n'y a rien qui les attend en Allemagne. Ouais. Donc, ils se sont retrouvés un peu partout dans le monde là, à refaire leur vie parce qu'on leur avait demandé de quitter parce qu'on s'était Et ça, c'était basé sur le fait qu'entre la Première et la Deuxième Guerre, on avait observé pendant la Deuxième Guerre mondiale que ces communautés-là favorisaient l'avancée des Allemands. Donc, ils étaient vus un peu comme des collabos. Ouais. Et c'est comme ça qu'on voulait éviter que la situation revienne. Ça a laissé des cicatrices pendant des décennies. Hein, en Croatie, on parlait des Oustachis. Ouais. C'était ceux qui étaient... C'était des groupes culturels particuliers dans le Nord qui s'étaient associés sans nécessairement le vouloir. Ouais. C'est-à-dire, parfois par nécessité pure et dure à des Allemands, des fois par conviction idéologique. Mais grosso modo, il y a eu comment je peux dire ça? Il y a eu une ostracisation. Une ostracisation, c'est vraiment le mot. Ouais. Puis ça a laissé des marques. Ouais. Comme la guerre en général. Toute guerre civile laisse des marques. Voilà. Donc, on revient à notre régime communiste avec, les années 50-60, une relative prospérité, le printemps de Prague qui donne un coup dur. Et je pense qu'à partir des années 70, il y a comme un déclin de la qualité de vie. Les problèmes s'accumulent qui vont amener jusqu'à la chute du bloc. Et puis, en 90, on fonde la Tchécoslovaquie de nouveau. On voit que ça ne dure pas tellement. En 93, c'était Václav Havel qui était le président. En 93, on fait un divorce de velours. On fonde la République tchèque d'un côté et la Slovaquie de l'autre. La séparation des biens. Séparation des biens, voilà. Maintenant, je vais aller rapidement des personnages importants qu'on retient. Alphonse Mucha, le fameux peintre, illustrateur, grand nationaliste slave, qui va produire en 1928 une douzaine de tableaux sur ce qu'il appelle l'épopée slave. C'est une espèce de présentation du grand mouvement d'histoire qu'ont connu les différents peuples slaves, donc pas juste les Tchèques, les Slovaques, les Polonais, ainsi de suite. Du côté cinéma, littérature en fait, je vous invite, si vous avez la chance, de lire du Bohumil Hrabal, décédé en 97, grand amateur de bière d'ailleurs, qui avec Thierry Menzel comme réalisateur, ont fait 2 films très importants. Closely Watched Train, qui parle de la vie communiste dans une petite ville de la campagne. Et puis, un autre film qui, pour la bière et pour l'esprit de l'époque, Moi qui ai servi le roi d'Angleterre. Donc, si vous avez la chance de voir ces films-là, ça va vous décrire très bien un peu ce qu'on a eu comme propos et vous allez vous bidonner parce qu'il y a un humour là-dedans qui est fabuleux. On connaît aussi d'autres écrivains, Kafka, Kundera. Notez dans le cas de Kafka, il écrivait en allemand. Et dans le cas de Kundera, il a mené sa vie en France. Ça ne leur enlève pas leur nationalité, mais on est peut-être dans des codes de littérature moins nationalistes que ce qu'on parle. Et si vous avez la chance d'aller à Prague, allez voir la maison municipale, construite en 1918. Vous allez voir toute la fierté tchèque de l'époque qu'on va revoir dans l'architecture, dans les salles, dans les concerts. C'est vraiment un joyau là, de culture tchèque à découvrir. Donc voilà pour notre situation tchèque. On a posé le carré de sable. Exactement. Là, on va mettre des bouteilles dedans. On met des bouteilles. Donc là, je vais y aller. Je ne vais pas revenir sur l'histoire parce que je pense que c'est acquis. Je vais faire comme un professeur. Je vais
mettre de l'inconnu sur C'est du ça, connu. les fondations sont posées. Voilà. Je vais vous parler un peu de ce qui a amené l'apparition des lagers, la fabrication des lagers. Mhm. Donc, il faut commencer à quelque part. Moi, je dis 1807. Gabriel Sedlmayr, père. Un Tchèque? Non, c'est pas un Tchèque, c'est un Allemand. Oh. Les Tchèques, dans le début de la bière, ne sont pas là. Ils ne sont pas là directement. En fait, il n'y a pas de nom tchèque et on est au 19e siècle. Mhm. Il y a une collaboration entre Tchèque et Allemand, donc c'est difficile de départager s'il est Tchèque, s'il est Allemand, la contribution. On est trop dans la nationalité n'existe pas. Donc, Je comprends. donc, c'est pour ça que je vais... Puis on parle ici de la région de Bavière. Donc, c'est la région à moins de 200 km de Prague. On est à 100 km de Pilsen. On parle de la région de la Franconie. Mhm. Franconie, Pilsen, Munich, c'est le triangle. Des Bermudes de la bière. Ou encore le croissant fertile, ça dépend. Oh, c'est encore mieux, c'est tellement mieux. Mon Dieu, que j'aurais voulu dire ça. Fait que ça brasse dans ce coin-là. C'est là que les idées se brassent. C'est là qu'on s'aperçoit que les bières qui sont gardées au froid, Hmm. dans les caves, dans les grottes, ça fait des bières plus faciles à boire, plus délicates, plus désaltérantes que les bières qui se conservent plus longtemps, Mhm. que des bières qui sont faites à température plus pièce et puis qui doivent être consommées rapidement. Et on va creuser le mystère. Comment est-ce qu'on peut arriver à produire ces bières-là d'une façon plus industrielle qu'en creusant des grottes? Mhm. Donc, 1807, Gabriel Sedlmayr achète la brasserie Spaten. Spaten vend encore de la bière aujourd'hui. C'est une des plus grosses brasseries d'Allemagne. Il est le premier à utiliser systématiquement le thermomètre. Ah oui. Donc, on commence à utiliser... Première étape, on utilise le thermomètre. Donc, on mesure la température à tout moment. Donc, ébullition, empâtage, conservation. Donc, déjà, on commence à faire les choses de façon plus mesurée. On tombe dans un esprit plus scientifique. Mhm. 1921, on utilise l'engin stationnaire, la force, horsepower. On utilise la force pour être capable de manipuler les plus grosses charges, pour pomper l'eau. Donc, on utilise une technologie qui permet de produire plus de bière en utilisant moins de main-d'œuvre, moins de chevaux, donc plus une force. Donc, c'est un autre avantage. Mais on sait que en Allemagne, les choses vont encore mieux qu'en Bavière. La bière, ils en produisent plus facilement. Elle est très bonne et les avancées scientifiques sont en avant sur l'Europe centrale. Tu veux dire dans les autres États allemands? Excuse-moi, en Angleterre. En Angleterre, on est en avance. On est en avance. Entre autres, lorsqu'on fait le maltage du grain, on le male de façon indirecte. Oui, basé sur la torréfaction, basé sur la machine à café. Exactement. Donc, en fait, j'explique rapidement comment on fait le maltage. Je comprends un grain d'orge. On le fait germiner un tout petit peu pour être capable de casser l'écorce. Et après, on le sèche rapidement pour en faire un produit prêt pour être friable. Mhm. Mais le processus de germination est assez simple, mais c'est le processus de séchage qui est pas... c'est-à-dire, de façon traditionnelle, a tendance un peu à brûler le malt. Ouais. Donc, ça donne des goûts qui sont fumés, puis une couleur qui est foncée. Exact. Puis ça fait de la couleur, une couleur qui est pas si intéressante. Pas si intéressante. Et aussi, ça fait en sorte qu'il y a des sucres non fermenticibles. Donc, ça va être une bière qui va... C'est ça qui arrive. C'est ça le problème. Tu te retrouves... Là, on parle des vraies affaires, là. Ça, c'est la meilleure expression que j'ai jamais eue jusqu'à là sur l'importance de la torréfaction. Si tu brûles ton grain durant le séchage, ou en tout cas si tu le brûles, tu te retrouves avec des résidus qui sont pas transformables en sucre. Tu as juste du goût, puis ce goût-là, il est pas nécessairement bon. Il est dans le chemin. Exactement. Parce que si la levure n'a pas pu la digérer, ben c'est toi qui vas être obligé de la digérer. C'est possible aussi que ça... Oui, j'avais pas vu ça comme ça. D'ailleurs, ça m'a fait perdre mon point. Mais je t'en prie, continue, parce que de toute façon, tu es sur une bonne lancée. C'est le maltage anglais qui est comme le plus avancé. C'est le plus avancé. Donc,
1833, il y a un voyage. Tu sais, c'est souvent à travers les voyages que se font les révolutions. Hein? Je pensais que tu allais me parler des voyages qui forment la jeunesse. Ils étaient relativement jeunes, les deux protagonistes dont je vais vous parler. On a Gabriel Sedlmayr, fils. Mm-hmm. Et on a Anton Dreher. Anton Dreher, c'est un Elon Musk de son époque. Ah oui. Il arrive à ramasser de l'argent, à brasser, à acheter des brasseries, à les faire fonctionner en faisant le même produit d'une brasserie à l'autre. Fait qu'il fait de la standardisation. La standardisation. Mais est-ce qu'il achète un journal, puis après ça, perd la moitié de ses valeurs immobilières pour avoir fait des citations provocantes? Cette partie-là, je la connais pas, mais je pense pas. Ça s'est pas bien terminé dans son cas. Ah oui? Mais je vais m'en tenir à la partie qui a fait avancer les lagers. Mm-hmm. Donc, c'est pour donner l'idée du personnage de l'époque, qui était le premier à réussir à faire des brasseries en série. Les deux, en 1833, font un voyage en Angleterre, découvrent le maltage anglais, dont on a parlé, découvrent le saccharimètre. Le saccharimètre sert à évaluer la quantité de sucre qu'il y a dans un mou avant sa fermentation. Mm-hmm. Donc, combien de nourriture j'ai à donner à la levure pour qu'il me fasse de la bière? Ça te permet de mesurer le taux d'alcool, entre autres, mais aussi de savoir qu'est-ce qui va rester à la fin. Mm-hmm. Parce que la partie que la levure n'a pas digérée, c'est une partie que toi, tu dois digérer. Mm-hmm. Donc, si tu veux une bière plus légère, il faut qu'il reste très peu de sucre non fermenté. Et sans saccharimètre, tu ne peux pas faire cette mesure-là. Mm-hmm. Donc, à la brasserie basse, ils récoltent ils achètent un saccharimètre. Ils vont en Écosse, à la brasserie de M. Muir, qui était à l'époque la brasserie la plus évoluée, et on fait un échange de levure. Les brasseurs avaient amené leur levure lager, leur meilleure levure lager, et ils l'échangent contre une levure ale. Ils se font aller la levure. Et ils se font aller la levure et ils font un échange. Mais pour faire une histoire courte, dans les deux cas, les deux levures se sont perdues, se sont dégénérées, faute de conditions adéquates. Donc, ça prend des conditions adéquates pour faire des bières. Et sur quoi on veut travailler maintenant? On veut des conditions adéquates. Et entre la lager et la ale, la principale différence, c'est la température. Mm-hmm. Donc, si tu veux faire des lagers, tu peux creuser des grottes, mais c'est pas assez. Ça te prend de la glace. Mm-hmm. De la glace et beaucoup de glace. Parce que là, on parle de brasseries là, qui grossissent en taille. Là. Mais aussi, juste pour être sûr, c'est parce qu'on parle de température, d'activité très différente pour deux types de levures vraiment différentes. Ce qui est implicite dans ce que tu dis, mais que je veux clarifier, c'est que tu as deux types de bières, la Albe et la lager. La lager, elle fermente à une température beaucoup plus basse. Elle requiert un contrôle de température et c'est pas suffisant d'avoir une grotte pour garder ta température dans la zone optimale qui est, je pense, 6 à 13 degrés? 6 à 13 degrés, exactement. 6 à 13 degrés, c'est pas suffisant d'être au frais et dans l'ombre. Non. Il faut que tu fasses des efforts additionnels qu'on faisait pas à cette époque-là. Ben, ça prenait de la glace. C'est ça. Beaucoup de glace. Ouais. Tellement de glace que ça devenait tellement fastidieux de faire ces bières-là que ça limitait le développement. Est-ce que la bière n'aurait pas eu un rôle à jouer dans le développement de la réfrigération? Et voilà, on arrive à ce point-là. J'ai des frissons. Ça a pris la réfrigération pour vraiment faire de façon optimale la production de lager en Europe centrale et ensuite dans le monde. Mm-hmm. Mais là, on va s'en tenir à l'Europe centrale. Et un des cas dont je veux vous parler, c'est le cas de la brasserie Pilsner Urquell. Mm-hmm. Pilsner Urquell, en fait, Pilsen, je vais juste aller rapidement pour la langue. Commençons par la ville. On commence par la ville. C'est une ville à 50 km de la frontière allemande. Ça se dit Pilsen en allemand, ça se dit Pilsen en tchèque. 16 déclinaisons. 16 déclinaisons, René. Donc, mais ça reste la même ville. Et à cette époque, jusqu'en 1863, en République, dans le royaume de Bohême, il était interdit de construire des nouvelles brasseries. Ah oui.
Ça s'appelait la loi de la proportion. C'était une règle qui venait de l'Empire austro-hongrois. Une règle administrative. La brasserie à Pilsen, la bière, dans les années 30, était contestée. La bière dans les années 1830. 1830, excuse-moi. 1830. C'était pas bon, les gens n'aimaient pas ça? Les taverniers se plaignaient de la mauvaise qualité de la bière. C'était de la bière qui était soit sûre, était brune, était de mauvaise qualité. Ils s'en plaignaient. Ils voulaient construire une nouvelle brasserie pour en faire de la bonne, puis la ville les interdisait à cause de la loi de la proportion. Et là, c'était rendu que, en étant proche de l'Allemagne, il y avait des brasseries allemandes qui leur proposaient de la bière de meilleure qualité à moindre coût. Là, les taverniers, ils disaient, ben, je vais acheter la bière allemande, c'est moins cher, puis c'est meilleur. Ouais. Et on leur interdisait, encore une fois. Ah, ils n'avaient pas le droit? Ils n'avaient pas le droit. Ils devaient le faire quand même. L'histoire ne le dit pas. Vous savez, ce qui est interdit dans l'histoire, on ne sait pas toujours si ça se fait ou pas. En général, il y a un marché pour. Il y a un marché pour ça. Mais il y avait beaucoup de contestations. Et il y avait quand même, la ville avait quand même le droit de détruire une bière qui était infecte. C'est ça qui est arrivé. Et là, les taverniers se sont plaints. Et il est arrivé ce qui devait arriver. En 1838, la ville a détruit 38 tonneaux de bière. On appelait ça le désastre. La défenestration de Pilsen. Exactement. Prague a eu la défenestration de Prague. Pilsen a eu son dévalement de barils de bière dans l'eau, dans les égouts de la ville. Donc, c'était spectaculaire. Et on ne voulait plus de cette brasserie-là. Ils étaient fâchés. Et puis là, des citoyens, donc principalement des taverniers, et des notables ont dit, nous, on va en construire une brasserie. Cette brasserie-là, elle est vieille, elle ne fait pas la bonne bière. Ouais. Nous, on va en faire une brasserie. Attends, les citoyens? Les taverniers? Des bourgeois, on va dire. Des gens à l'aise, qui ont des attentes. Qui ont des attentes. Puis de l'argent. Puis de l'argent. C'est bon. Il y en existait à l'époque. Il y en existe encore aujourd'hui. Donc, c'est des bourgeois, des gens qui ont de l'argent, ils veulent fonder une brasserie. Mm-hmm. Mais là, ils en veulent une vraie. Puis là, ils sont au courant là, que les Allemands font... En Allemagne, il se fait de la bonne bière avec des technologies récentes. On sait ce que ça prend. On sait que ça prend des grottes. On sait que ça prend du maltage à l'anglaise. On sait que ça prend une brasserie faite en cuivre. On sait tout ça. Donc, technologiquement, on sait comment faire la brasserie la plus à jour, avec les technologies les plus récentes. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on va faire. En 1842, on va construire la brasserie la plus moderne de la République tchèque. La plus meilleure brasserie de la République tchèque. Ouais. Ben, qui était dans l'Empire austro-hongrois. En tout cas, à Pilsen. C'est ça. Et là, maintenant, il fallait faire la... Puis, on comprend que c'était autant des Tchèques que des Allemands qui ont investi là-dedans. Donc, c'était pas un projet colonial. C'était un projet c'est un projet local, d'abord et avant tout. Exactement. Et là, on va dire, maintenant, ça nous prend un bon brasseur pour faire cette bière-là. Mm-hmm. Et on va chercher un type qui s'appelle Joseph Groll, qui est le fils d'un brasseur à Vilshofen, qui est à mi-chemin entre Munich et Pilsen. Mais ça, c'est pas exactement dans notre fameux croissant fertile de la bière. Exactement. On est toujours dans le croissant fertile. Notre brasseur allemand, jeune brasseur allemand, vient à la fin octobre, prend la récolte d'orge fraîchement maltée, de meilleure qualité, chauffe les vaisseaux, utilise le meilleur houblon récolté en Bohême, brasse de la bière, met en fermentation, met en tonneau, dans les grottes, en 5 semaines. Le 1er décembre, le baril est percé et on a une bière limpide, fraîche, de couleur dorée. C'est à ce jour, à la Saint-Martin de 1842, qu'on dit qu'on a la première bière Pilsner, Pils, faite. Et ça marque un tournant historique pour plusieurs raisons. Mais là, pendant que tu dis ça, moi, je suis en train d'imaginer ma dernière gorgée de votre bière Tcherna qui
est une représentation moderne, si on veut, une imitation peut-être même de ce concept-là, qui maintenant est devenu un standard international dans le sens que 95% des bières qui sont bues dans le monde sont basées sur ce que tu viens de décrire. Et c'est là que je vois, moi, le point tournant, vraiment. Il semble que notre petit monsieur bavarois a littéralement trouvé de l'or. Il a trouvé de l'or, mais là, c'est parce que je vous parle de l'histoire de Pilsner, mais il y avait aussi, une année avant ou une année après, des brasseurs qui ont fait la même chose. Il n'était pas le seul. C'était un peu dans l'air du temps, si on veut. C'était une course entre Gabriel Sedlmayr à Spaten, Anton Dreher à Vienne, qui avait sa brasserie, qui faisait... C'est lui qui a inventé la Vienna Style. Vienna Lager. Oui. Ça vient de lui. Lui, il a fait ça en 31. Pas 31, excusez, en 37. En 33, il était en Angleterre. Mais c'est une bière qui n'est pas encore blonde. C'est une bière qui est légèrement rousse. On a encore un peu plus de torréfaction. Encore un peu de torréfaction. Donc, c'est pas encore au point au niveau du maltage. Mais on s'approche. Mais c'est intéressant la façon dont on en parle parce que moi, je pense géopolitique, je pense guerre froide, je pense course aux armements. Il y a une technologie qui est nouvelle, mais qui n'est pas encore utilisée. Fait que l'opportunité est à qui va être le plus vaillant et surtout va se lever le plus tôt pour aller voler le secret des autres ou plus, disons, s'imposer sur une place qui est encore vierge, autrement dit. Saisir l'opportunité avant que les autres le fassent pour lui. Oui. Mais dans le cas de Bismarck, c'est qu'on a détruit une brasserie pour en faire une moderne. C'est là qui était l'opportunité. Dans les cas de Dreher, lui, il prend des brasseries puis il modernise. Donc, c'est peut-être un peu plus long, puis c'est plus par étapes. Puis, lorsqu'on parle des bières Spaten et Hofbräu, là, on parle de bières allemandes qui n'avaient peut-être pas encore le but d'être aussi dorées, d'être aussi, disons, modernes que le désir qu'ils ont eu à Pilsner. Et pour l'anecdote, Adolf Hitler a demandé en 1941 de faire des études pour déterminer lequel des trois avait inventé la Pilsner. T'es pas sérieux? Je suis sérieux. Pourquoi est-ce qu'Hitler aurait fait ça? Par nationaliste, j'imagine. Tu sais qu'Hitler, il buvait pas de bière? Non. Étrangement. OK, Hitler, c'est une grosse tangente, mais ça vaut la peine, je te jure. J'ai fait un podcast en anglais avec un prof d'histoire qui a fait son doctorat sur la Gestapo. Puis évidemment, ça veut dire qu'il a nécessairement lu 3-4 biographies d'Hitler. Fait qu'il connaît quand même pas mal tout ce qui se passe dans l'Allemagne nazie. Puis notre podcast, c'était sur le coup d'État dans la taverne de Munich. De Munich, c'est la capitale de la Bavière. Bref, Hitler choisit un beer hall, donc un hall de bière pour faire son coup d'État. Puis il paraît que, premièrement, c'était complètement désorganisé. Il n'y a personne qui savait ce qui se passait. C'était beaucoup d'improvisation. Puis tout le monde était farouchement incompétent, mais il y avait des gens avec des fusils qui se trouvaient importants. Il n'y a pas eu beaucoup de morts, mais personne ne savait ce qui se passait. Il y a Hitler qui a juste décidé qu'il était tellement important que ça valait la peine de dire à tout le monde qu'il allait maintenant prendre les choses en charge. Il a fini par se faire arrêter. Puis évidemment, il est allé en prison après, etc., etc. Mais la scène la plus drôle de l'anecdote, c'est que quand il décide de faire son coup d'État, c'est parce qu'il y a un chancelier vraiment important qui arrive, puis lui, il voulait le prendre en otage. Puis à un moment donné, il s'en va, puis personne ne sait il est rendu où. Fait évidemment, c'est la grosse affaire. Mais les gens avec des fusils et des mitraillettes, ils rentrent dans le bar pendant que tout le monde prend une bière. Puis pour rassurer l'audience, les gens disent non, inquiétez-vous pas, là, prenez votre bière, puis tout va bien se passer. Hitler fait un coup d'État, puis tes gens en mitraillette qui s'en vont dans ton bar te disent inquiète-toi pas, ça va bien se passer, prends ta bière. Il y en a même qui ont payé des bières à du monde pour pas qu'ils partent. Là. T'as des soldats avec des mitraillettes. Il y a Hitler à côté avec sa moustache puis son espèce de constipation émotionnelle qui te dit inquiète-toi pas, ça va bien aller, prends ta bière. C'est complètement ridicule. Là, évidemment, j'ai l'image. Je laisse des nuances importantes de côté pour l'effet dramatique, mais fin de la parenthèse, on retourne à Pilsner Urquell.
Oui, là, j'aime l'image de. Il y a un coup d'État, mais continue à prendre ta bière. C'est assez spectaculaire. Il n'y a pas plus allemand que ça, là, je Je suis pense. sûr que les gens sont restés là. D'ailleurs, il y a un personnage, il y a le brave soldat Zviek, qui est un personnage tchèque qui c'était un récit de ce soldat-là qui évitait toujours la guerre, évitait l'enrôlement, évitait les combats en se réfugiant dans des tavernes tchèques. Donc, à tout moment qu'il se passait quelque chose d'important, lui était à la taverne en train de prendre une bière. Un pacifiste ou un alcoolique? Un mélange des deux. L'histoire nous le dira. On le dira. Et en fait, puis ce personnage-là était beaucoup associé à l'attitude des Tchèques lors des moments de guerre, c'est-à-dire d'essayer d'être le plus pacifiste possible, puis en profiter pour aller prendre une bière en douce pour éviter les conflits. Ben, écoute, ça peut être une méchante belle opportunité d'éviter de se faire des ennemis ou de se faire enlever la vie par une balle qui passe par là. Fait qu'on revient un peu à nos moutons, là. Oui. Il y a une révolution brassicole qui se brasse, sans faire Oui. de bons jeux de mots. On est dans la région du croissant fertile, on a notre course à l'armement, on a notre Pilsner Urquell qui sont un peu en tête de proue parce que c'est eux qui, semble-t-il, ont forgé la première bière dorée. La première bière dorée, cette bière-là est, au fur et à mesure du développement de la brasserie, très populaire à Prague. Prague n'a pas de brasserie à l'époque. Populaire à Vienne, populaire à Paris, populaire dans toutes les métropoles. Évidemment, quand on fait beaucoup de bière, ça prend beaucoup de glace. On a encore des problèmes de froid, jusqu'à ce que, en 1885, un certain type qui s'appelle Eugène Skoda, un ingénieur industriel, amène la première fabrique de voitures et par le fait même un système de réfrigération à Pilsen même. Quand tu dis premier système de voiture, moi j'imagine des wagons, est-ce que je me trompe? Des wagons, mais aussi les premières voitures. Skoda est une marque de voitures tchèque. D'accord. Donc, c'est le premier fabricant, c'est l'équivalent de Renault, c'est l'équivalent de... Donc, c'est le premier ingénieur industriel qui va laisser son nom à la marque de voiture, mais qui commence déjà en 1888 à fournir un système de réfrigération à la brasserie Pilsner. Et là, la croissance est tellement phénoménale qu'en 1898, là, au tournant du siècle, avant la prohibition aux États-Unis, la bière Pilsner Urquell est la bière la plus importée. C'est dire à quel point cette bière-là a changé le monde. Ben, je veux dire, changé le monde de la bière. Là, on a sauté de 2 générations, mais je pense que je peux quand même voir l'importance de l'essor. Tout d'un coup, tu as une bière qui est limpide et claire et dorée, qui est un peu la première fois. Et puis, ça s'en va tout de suite dans toute la région. Ça irradie un réseau qui, d'ailleurs, est permis par la découverte, puis la création, puis le développement rapide du chemin de fer. Alors, ça faisait déjà une couple de décennies qu'on savait comment avoir des bières plus fraîches grâce à des celliers de sous-sol. Là, tu as une bière qui est excessivement peintable, qui est belle, puis qui est dorée. Là, tu as le chemin de fer qui permet d'apporter cette bière-là, qui est déjà fraîche et bonne, dans la capitale de ton pays voisin. Donc, tu peux déjà commencer à exporter. Puis, après ça, c'est un développement que moi, je voulais apporter, le développement de la verrerie, le verre, c'est-à-dire la démocratisation d'un verre transparent. Jusqu'à l'avènement de la Pilsner, on n'a pas de verre transparent. Quand tu as une bière, le contenant n'est pas transparent. Pour le litre, de temps en temps, tu as un contenant transparent, mais ça ne vaut pas la peine parce que la bière est toujours super foncée ou super noire. Fait que tu n'as pas vraiment d'intérêt. C'est pas beau. Il y a un côté esthétique qui se développe à travers la transparence du verre qu'on n'avait pas. Alors là, tu peux mettre en valeur le côté doré de ta bière. Oui, je dirais que là-dessus, la façon dont est distribuée et consommer la bière en Europe est beaucoup plus à travers les pubs, à travers les restaurants. Donc, la verrerie, ça va être au niveau du service dans les établissements qu'on va la retrouver. Oui. Tandis que aux États-Unis, développement colonial, on y va plus avec la bouteille comme objet de transport du produit pour consommer. À partir de la brasserie, on fait la bouteille. OK. Donc, une différence entre les deux. Là, l'emploi de la bouteille est beaucoup plus nord-américain qu'européen.
Juste pour être sûr que je comprends bien, ça veut dire que dans le pub ou la taverne typique coloniale américaine, ou en tout cas jusqu'à la même époque, vers 1850, dans les pubs et les tavernes américaines, on boit plus à la bouteille. On a des bouteilles. D'abord, on boit pratiquement pas de bière. Ah oui, c'est vrai, dans les ça, j'ai pas tavernes oublié. américaines, C'est bizarre, hein, pareil. c'est du salon. Il n'y a pas de bière. C'est comme Ouais. des bières ale qui se Ouais, conservent ouais. pas. Et puis, les gens, ils vont à la taverne, au saloon, pour prendre un coup solide. Là. Puis il faut pas oublier aussi le tabou britannique, le tabou contre les produits britanniques, parce que il y a des brasseries, ils fournissent pas à la demande, et ceux qui veulent vendre de la bière vont l'importer, mais il y a une grosse taxation, puis il y a un tabou contre la bière anglaise, parce qu'évidemment, c'est l'ennemi à abattre pendant au moins encore un siècle. Exactement. Donc, il y a un gros préjugé contre la bière. Oui. Après ça, il n'y a pas beaucoup de demandes, puis il n'y a pas beaucoup d'offres. Pas beaucoup d'offres parce que c'est les brasseurs, c'est des Allemands, c'est des immigrants allemands qui vont faire des brasseries en République tchèque. Les Arnhauser, les Busch, les Schlitz, les Pabst, c'est tous des Allemands. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des lagers. Évidemment. Mais parce qu'ils n'ont pas les mêmes ingrédients, ils vont être obligés d'utiliser certains produits comme le maïs, Ouais. le riz, pour être capable de faire des bières aussi légères Ouais. qu'est-ce qui se fait en Europe. Puis tu sais que ça va provoquer des tollées de protestations racistes, anti-allemandes, Bien sûr. mais surtout, ce que je trouve absolument hilarant, des querelles de puristes sur l'utilisation d'ajouts, dans le sens que le maïs, puis le riz aussi, va faire l'objet de poursuites criminelles au tribunal. Il y a des gens qui vont se poursuivre, il y a des brasseurs qui vont se poursuivre les uns les autres en disant « Toi, t'as mis ça, c'est contre les règles, t'as pas le droit de mettre ça. » C'est comme aujourd'hui, toutes les grandes brasseries mettent du riz ou des trucs pour juste faire monter le montant d'alcool sans ajouter du goût. C'est comme, c'est un secret de polichinelle. Dans le temps, quand on commence à faire ça, c'est un scandale. Ben, c'est un scandale, oui et non. C'est-à-dire, c'est un scandale, je dirais, la famille Reinheitsgebot, là. On a sorti ça surtout en 1919. Là, c'est là qu'on a ramené ça sur la loi de la pureté. Mais je te dirais là, qu'en 1880, puis jusqu'à la Première Guerre mondiale, on ne parle pas tellement de ces règles-là. C'est par commodité qu'on utilise des produits autres que le malt. Parce que le malt américain, c'est juste du malt Syrah. Syrah contre Syrah. le 2 rangs. Le 2 rangs qui est en Europe. Peux-tu nous expliquer un peu la différence entre les deux? La différence, c'est qu'un a plus de protéines que l'autre. En ayant plus de protéines, ça laisse plus de bière, de sucre non fermenticible. Donc, on a une bière c'est ça, plus le lourde. problème. Elle est plus trouble aussi. Ben, plus trop, mais si tu mets des levures lager dedans, tu vas finir par avoir un produit clair. OK. Parce que le froid, ça aide à décanter. Puis si tu utilises le riz puis tu utilises le maïs, ben, tu arrives comme ça à amener une certaine légèreté à un produit qui, à la base, ne pourra jamais être léger parce que si tu utilises le malt Syrah, tu vas arriver avec un produit trop rustique. Donc, d'ailleurs, j'ai découvert que la recette de la Budweiser originale, on fait une petite histoire sur la Budweiser. Pourquoi pas? C'est, ça vient de... C'est Anheuser qui fait ce brassin-là. Qui met du Syrah, du 2 rangs, puis du malt de Munich, du malt de Munich, du Syrah et du riz. Et du malt tchèque, du houblon Saz tchèque. Ouais, le fameux houblon de Moravie, je pense? De Bohême. De Bohême, pardon. Saz est une région d'appellation contrôlée où seul le houblon qui pousse dans ce territoire-là délimité peut s'appeler du Saz. C'est ça. Donc, la fameuse brasserie américaine, elle prend ce houblon-là. Elle fait venir ce houblon-là, met du riz, et puis en fait une bière la plus proche de la Pilsner Urquell. Et ils l'appellent Budweiser parce qu'ils ont vu une ville en République tchèque qui s'appelait Budvar, puis qui s'appelait Budweis à l'époque, parce que c'était les Allemands qui l'occupaient au 19e siècle, et qui avaient trouvé que la bière qui était là était bonne, donc ils aimaient le nom, puis ils ont appelé leur bière Budweiser, sans plus. C'était pas deux frères, un frère là-bas, puis un frère qui a émigré? Non, c'était... Ben oui, peut-être qu'ils ont été voir la famille, mais c'était pas... Il n'y avait pas de lien entre les deux brasseries. C'est simplement des notes de voyage, là. Wow. Comme on va faire un feu avec la Tcherna un jour. Oui. Un jour, on va parler de la Tcherna. Un jour, on va parler de la Tcherna. Mais revenons-en un peu à nos houblons. On parle de la bière de la Bohême
qui joue un rôle central dans notre appréciation de la bière à l'échelle de la planète. Cette bière-là a été supportée dans son développement par le progrès de la technologie qui était fulgurant à cette époque. Je veux dire, déjà, la réfrigération, la verrerie qui donne... Qui met en valeur. C'est ça, qui met en valeur. Ensuite, je dirais aussi le mouvement ouvrier parce que tu as plus de consommateurs, puis aussi tu as plus de gens qui ont peut-être plus de temps libre, qui sont plus loin de leur famille, ou alors qui ont plus de désir de boire, ou pour qui, tout d'un coup, c'est une question de prestige. Parce que, et ça, c'est un de nos anciens premiers ministres qui a dit ça à un moment donné, Robert Bourassa, la bière est le vin des pauvres. Or, précisément au moment où est-ce que tu as l'essor industriel, le grand début des mouvements ouvriers, tu as des bars ouvriers, tu as des quartiers ouvriers, et là, tu as cette belle bière-là qui est en or, là, qui est un or liquide, qui offre un certain prestige. Là, moi, je vois la bière de récompense après le jour de travail. Je vois des profits énormes dans la poche des tenanciers de bar et des taverniers. Est-ce que je me trompe? Ben, en fait, tu te trompes et tu te trompes pas. Génial. À mon avis. Ça, je me reconnais là-dedans. Il y a un peu- Me tromper, ne pas me tromper, ça me connaît. Il y a un peu les deux là-dedans. On est dans une société très stratifiée. Je pense que le pub n'est pas nécessairement un lieu où chaque pub va recevoir différentes clientèles. Mhm. Et si je peux me donner des références aux bières tchèques, on fait juste une bière d'une seule couleur, mais de différentes qualités. On fait de la bière à 8 degrés plateau, ce qui est une échelle de densité qui va donner à peu près une bière à 3,2 %. Après ça, on fait une bière à 10 degrés plateau. Après ça, on fait une bière à 12 degrés plateau. Là, on est rendu à 5 d'alcool. C'est ça. La Pilsner Urquell, c'est seulement du 12 degrés plateau. C'est juste 5 Juste 5, pas moins. Tandis que pour le marché local, on fait la brasserie Pilsner, fait une bière qui s'appelle la Gambrinus, à 10 degrés plateau. Et il y a une autre Gambrinus à 8 degrés plateau. Donc, quand on va dans un pub, il y a des pubs qui vont... Et plus le plateau est élevé, plus le prix monte. Mm-hmm. Donc, l'ouvrier, il boit probablement du 8 degrés plateau. C'est ça qui arrive. Ouais, je comprends. Et la Pilsner Urquell, on appelle une bière premium aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, c'est la bière d'exportation. C'est la bière pour les cafés chics. Mm-hmm. Et pour vous dire comment est-ce que la bière était chic, sur le Titanic en 1914, qu'est-ce qu'on servait au dîner? La Pilsner Urquell? Non, c'était de la Munich Lager. Munich Lager. Ça aurait pu être de la Pilsner Urquell. Elle devait être super bonne. J'imagine que c'était un premium. C'était un premium. C'était la bière qui était à 5 qui n'était pas disponible comme ça là, Exactement. pour tout le monde. Donc, sur le bateau le plus chic de l'époque, on sert de la Lager de Munich. Mais je pense que c'est un excellent point de chute pour notre conversation, ça. T'as la bière qui a un peu sauvé la réputation des brasseurs de Pilsner, qui est sauté sur le train de la technologie et qui aussi est devenu un standard de qualité, mais qui a eu des variations extrêmes et extraordinaires à tel point que quand d'autres gens ont nommé leur bière Pils, il y a eu un arbitrage, il y a eu des procès à Londres. Et puis, la Cour d'arbitrage de Londres a tranché en disant, écoutez, la pile, c'est tellement populaire qu'il n'y a plus personne qui peut présumer d'être le propriétaire du style. C'est devenu un style, c'est plus une appellation contrôlée. Aux grandes dames, évidemment, des premières brasseries originelles. Puis moi, ce que ça me fait dire, c'est que, tu sais, parlez-en Malte, parlez-en bien, mais faites des mauvais jeux de mots. Et puis, si toi, là, tu avais à ajouter là-dessus une grande méta-observation sur l'univers de la Pilsner Urquell, sur ce que Pilsner Urquell a légué, dans le fond, à l'humanité, ça serait quoi? Comment est-ce qu'on mesure l'importance de cette bière-là aujourd'hui? Moi, je la considère comme la bière qui est un exemple qu'un produit de masse, quelle qu'en soit la quantité que tu en produis, peut se faire sans avoir à on va l'avoir. On va l'avoir sur la qualité.
sans avoir à faire de compromis sur la qualité. Cette idée-là que les produits de masse doivent être des produits de moins bonne qualité parce qu'il faut que ça coûte moins cher pour que tout le monde en ait, la Pilsner Urquell est le contre-exemple parfait. Parce qu'ils se sont maintenus. Évidemment, ils ont fait des modifications, mais toujours avec la philosophie de se dire, nous, on est parti d'une certaine façon. Notre but, c'est de se maintenir dans cette direction-là. Dans des standards de qualité. Oui. On a maintenu les standards de qualité, même avec la guerre, même avec les bombardements. La brasserie était bombardée. Même à travers le régime communiste, où là, on a peut-être échappé aux pressions marketing, aux pressions de la consommation de masse. Ce serait un bon sujet pour un autre podcast, ça. Oui, on pourra en parler longtemps. Mais tout ça pour dire, mon ami, que, comme le disait Jésus à Steve au métro du plateau Mont-Royal, la guerre, c'est pas une raison pour se faire malte. Voilà. Et sur ce très mauvais jeu de mots, écoute, je suis content de la discussion qu'on a eue, du survol historique assez peintable et pertinent, accompagné de votre bière de la Tcherna, dont on reparlera. Un bon survol qui nous donne un peu une bonne idée historiquement, culturellement et alcooliquement de ce que c'est que la République tchèque, la Tchéquie aujourd'hui et surtout la bière tchèque. Moi, je rappelle à nos auditeurs qui se sont rendus jusqu'ici avec nous, allez voir René, puis François, puis Guillaume qui travaillent à la mer à boire à Montréal. Allez là-bas, allez essayer leur Tcherna. Vous n'aurez pas le choix. Si vous allez là-bas, la première bière que vous devez boire, c'est une Tcherna. Vous ne devez pas boire de bière, c'est pas une obligation. Mais tant qu'à visiter, je vous le conseille fortement. C'est si peintable et surtout, c'est une belle atmosphère. Nous, et vous pouvez repartir avec une canette. Si gardons ça, toi, on peut repartir avec une canette. La vie fait bien les choses. Alors, René, un grand merci pour avoir été avec nous. Plaisir. On se reverra à d'autres occasions. Et moi, je vous dis, si vous avez aimé notre contenu, n'hésitez pas à vous inscrire tout de suite. Allez sur Facebook, allez sur Instagram, allez où est-ce que vous voulez. Notre podcast est disponible sur bien des plateformes YouTube, Google Podcast, Spotify et d'autres dont j'ai oublié le nom parce qu'il y en a tellement. Mais tout ce qui compte, c'est que vous continuez à nous écouter et savez-vous quoi? N'hésitez pas à nous écrire. Posez-nous des questions, on est interactif, on n'est pas sorteux, puis on aime la bonne compagnie. Puis encore une fois, un gros merci à René. Merci. On se reverra bientôt. D'accord. Ciao, bye. Bye.